programmes, des milliers de programmes d'habitude. Et pour qu'une collection respecte la liberté des utilisateurs, chaque membre de la collection, chaque composant doit respecter la liberté. S'il y a un composant privateur qui prive de la liberté, la collection, comme collection, prive de la liberté à travers ce composant-là. Il y a plus de 1000 variantes. Il s'appelle distribution GNU et Linux, et presque toutes contiennent des programmes privateurs. Il y a plus ou moins 10 distributions qui respectent la liberté. Regardez gnu.org/distros pour la liste des distributions libres et pour les problèmes des autres distributions. Et un des problèmes graves est Ubuntu. Ubuntu est une distribution très connue, pas libre. C'est-à-dire, Ubuntu installe automatiquement des programmes privateurs et offre à l'utilisateur d'autres programmes privateurs. Et c'est un des très peu de cas où le logiciel libre flique l'utilisateur aussi. Ce n'est pas bon. Le logiciel libre nous fournit une défense contre les fonctionnalités malveillantes. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent détecter les fonctionnalités malveillantes et quand ils reconnaissent une fonctionnalité malveillante, les utilisateurs peuvent changer le programme pour ne plus le faire. Donc c'est une défense, mais pas garantie, pas parfaite. Cette défense est beaucoup meilleure d'être victime sans défense d'un programme privateur. Les utilisateurs du privateur n'ont pas cette défense. Ils sont sans défense. Nous avons une défense, mais pas parfaite. Mais dans le cas d'Ubuntu, les utilisateurs voyaient le flicage et ont préparé des versions modifiées qui ne fliquent pas. Mais il faut pressionner les développeurs d'Ubuntu d'éliminer leur flicage pour nettoyer le nom du logiciel libre. Donc, gnu.org/distros présente la liste des distributions libres. Les distributions pas libres font un autre mal, parce que quelques-unes sont très connues et ont beaucoup d'influence sur la pensée des gens. Parce que ceux qui entrent dans la communauté formulent leurs pensées selon ce qu'ils ont vu. Et souvent, ils ont vu ce que dit Ubuntu. Ubuntu pourrait dire, vous méritez la liberté dans votre informatique et nous ne vous le fournissons pas. Ils pourraient le dire, mais ils ne le disent pas. Ils disent, nous essayons de vous offrir la meilleure expérience d'utilisateur. Comment enseigner des valeurs? En incorporant les valeurs dans vos actes et vos paroles. Mais les paroles d'Ubuntu enseignent quelles valeurs? Les valeurs seulement pratiques. C'est quoi le contraire de profond? Quoi? Superficiel. Oui, des valeurs superficielles uniquement. Pour nous, les valeurs sont la liberté et la communauté. Pour eux, la meilleure expérience d'utilisateur. Mais il y a beaucoup d'effets en enseignant les valeurs superficielles. Donc, il faut ne pas promouvoir l'utilisation d'Ubuntu. C'est beaucoup meilleur que d'utiliser Windows, c'est vrai.
mais il n'arrive pas, voici Windows, voici liberté. Ubuntu arrive là. C'est une grande avance, mais n'arrive pas à la liberté. Il faut que les gens sachent que ça, ce n'est pas la liberté, que la liberté est plus haut. Comment libérer un programme? Selon la loi injuste actuelle du droit d'auteur, n'importe quel programme, à cause d'être une œuvre écrite, porte un droit d'auteur automatiquement. Une mauvaise décision. Il faut renverser cette décision qui vient de la Convention de Berne. Une fois, j'ai organisé une manifestation à Berne contre la Convention de Berne. Mais je suis revenu à Berne en février, donc je me suis fait photographier avec un panneau qui disait « Feel the burn ». Feel the burn in Berne. Donc, par défaut, le droit d'auteur prive les libertés essentielles aux utilisateurs. Comment donc rendre libre ce code? Uniquement par une déclaration officielle, légale, des détenteurs du droit d'auteur du code, octroyant les 4 libertés essentielles à n'importe qui, à n'importe quel porteur d'une copie. Et cette déclaration s'appelle une licence de logiciel libre. Il y a beaucoup de manières d'écrire une licence de logiciel libre. Donc, il y a beaucoup de manières d'octroyer de manière adéquate les 4 libertés. Mais il y a principalement 2 classes de licences libres. Il y a les licences faibles, permissives, qui disent plus ou moins « fais ce que tu veux avec mon code ». Et ça rend libre le code, nous pouvons l'utiliser, mais c'est faible dans la défense de la liberté, parce que ça autorise une entreprise de convertir ce code en programme privateur et de l'utiliser pour soumettre des gens. Et ça a eu lieu avec Apache. Apache est un programme libre, c'est très utile, c'est une bonne contribution à la communauté, mais il y a aussi une version privatrice utilisée par beaucoup d'utilisateurs. Ils ont le bienfait du code d'Apache, mais pas la liberté. Donc, pour établir la liberté pour tous, j'ai inventé le gauche d'auteur. Parce qu'à 85, quand j'avais pour la première fois un programme GNU à publier, prêt à publier, j'avais vu déjà ce problème et je voulais éviter que les utilisateurs de mes programmes soient niés la liberté par quelqu'un intermédiaire qui ajoute quelque chose. Donc j'ai développé la licence publique générale de GNU, ou GNU General Public License, GNU GPL. La GPL autorise la diffusion de copies sans ou avec changement, mais sous des conditions de respecter les mêmes libertés que je lui avais données. Ils doivent distribuer le code source et ils doivent le distribuer tout sous la même licence qu'il avait reçue.
Donc l'intermédiaire est interdit d'interdire la liberté aux utilisateurs. Ils peuvent redistribuer le programme, ils peuvent ajouter du code, mais la version qu'ils distribuent doit porter les mêmes libertés. Cette idée est le ghost auteur et le résultat souvent est que l'entreprise qui veut ajouter du code l'ajoute à la version libre. Mais il y a aussi quelque peu de licences intermédiaires entre les deux classes. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Pour plus d'informations sur les licences libres, regarde gnu.org/licenses. Surtout la page licenserecommendations.html. Si tu as écrit quelque chose et tu veux considérer nos conseils sur le choix de licence pour ton œuvre, regarde licenserecommendations.html. Si tu vois une licence et tu veux voir si elle est libre, regarde licenselist.html. Si tu as installé uniquement des logiciels libres, il y a toujours le danger de ce que des programmes privateurs arrivent dans les pages web. Beaucoup de pages web contiennent des programmes écrits en JavaScript. Et ces programmes peuvent être libres ou privateurs comme n'importe quel programme. Quelques-uns sont libres, mais la plupart sont privateurs. Donc, pour ne pas exécuter, et le navigateur d'habitude ne te dit pas qu'il installe et exécute des programmes privateurs dans ta machine. Donc, pour éviter que des programmes privateurs nous soient imposés, nous avons développé le programme LibreJS, une extension pour Firefox qui analyse tout programme JavaScript qui essaie de s'installer dans le navigateur pour voir s'il est ou trivial ou libre. Et dans ces deux cas, il permet l'exécution. Mais si le programme n'est ni libre ni trivial, LibreJS bloque son installation et tu peux le voir dans l'écran que cette page a des programmes bloqués. LibreJS fait une chose en plus, il cherche dans les pages du site comment et où se plaindre à la gestion du site. Donc, tu peux te plaindre vite. Et c'est très important de te plaindre. Quand tu vois qu'un site exige l'exécution d'un programme privateur, plains-toi à la gestion. Dans 10 minutes, avec LibreJS, tu peux te plaindre 10 fois à 10 sites différents chaque jour. Dans 10 minutes, c'est-à-dire une période diminutive. Si tu n'exécutes pas de logiciel privateur, tu peux toujours perdre le contrôle de ton informatique en la confiant au service d'un autre. Voici le problème, le service comme substitut au logiciel. Parce que tu peux avoir le contrôle d'un programme. Si le programme est libre et tu utilises ta copie, tu en as le contrôle. Mais tu ne peux jamais avoir le contrôle d'un service implémenté par quelqu'un d'autre, parce que le service ne s'utilise pas en copie. Pour utiliser un service, tu ne décharges pas une copie. Tu n'as pas de copie. Donc, le fonctionnement du service est toujours sous le contrôle d'un autre. Et si tu confies ton activité informatique au service, tu en perds le contrôle. C'est l'équivalent d'utiliser un programme privateur. Mais en vérité, c'est pire encore. Comme j'ai dit, beaucoup de programmes privateurs fliquent l'utilisateur
ils transmettent des données à quelques serveurs. Mais pour utiliser le service comme substitut, l'utilisateur est obligé d'envoyer toutes les données pertinentes au serveur. Donc c'est le même résultat. Un serveur garde les données de l'utilisateur et flique ce qu'il fait. Mais c'est encore pire. Comme j'ai dit, beaucoup de programmes privateurs contiennent des portes dérobées universelles par lesquelles quelqu'un a le pouvoir de changer le code et dans la copie de l'utilisateur, c'est-à-dire de changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le changer. Mais avec le service comme substitut, le propriétaire du service peut toujours le faire parce qu'il peut toujours installer un autre programme dans son serveur. Et il doit avoir la liberté d'installer d'autres logiciels dans son serveur. C'est son ordinateur à lui. Mais le problème jaillit du fait de ce que cet ordinateur fait l'informatique aux autres. Donc en changeant le logiciel dans son ordinateur à lui, il change comment se fait l'informatique des autres, sans leur demander l'autorisation de le changer. Le même résultat. Donc, utiliser le service comme substitut est l'équivalent d'utiliser un programme privateur qui flique l'utilisateur et contient une porte dérobée universelle. Il faut ne pas l'utiliser. Mais cette question s'applique à tes activités informatiques personnelles, pas à la participation dans des activités communes, collectives, parce que tu ne peux pas avoir tout le contrôle d'une activité collective, par exemple de communication avec des autres, parce que tu ne peux pas le faire dans ton ordinateur à toi. Les autres ne peuvent pas participer comme ça. Une activité collective ne peut pas être faite dans ton ordinateur à toi uniquement. Il faut l'utilisation d'autres ordinateurs qui font le réseau. Mais s'il s'agit de ton activité personnelle à toi, ça tu peux en principe le faire dans ton ordinateur ou tes ordinateurs est complètement sous ton contrôle. C'est en ce cas que l'utilisation d'un service rend le contrôle que tu dois avoir. Par exemple, les services de traduction d'une langue à autre ou de la voix en texte, quand c'est fait par un service, ça te flique. C'est-à-dire que Siri est une espionne. L'entreprise qui gère Siri ne doit pas savoir les paroles des utilisateurs. Nous voulons être libres, mais il y a des obstacles à franchir. Par exemple, les entreprises qui soumettent des gens gagnent beaucoup d'argent avec et utilisent cet argent pour gêner notre échappatoire. Par exemple, les entreprises utilisent souvent Windows. Les écoles enseignent souvent Windows. Les entreprises disent, nous ne pouvons pas changer parce que les écoles enseignent Windows. Et les écoles disent, nous ne pouvons pas changer parce que les entreprises veulent des gradués qui savent utiliser Windows. C'est-à-dire que chacun attend que l'autre change le premier. Voici l'inertie sociale.
Et c'est de l'inertie sociale pas naturelle, c'est artificiel. Microsoft fait beaucoup pour augmenter cette inertie sociale en donnant en cadeau des licences de Windows aux écoles. C'est pour augmenter l'inertie sociale qui bloque la migration hors de Windows. Évidemment, ce sont les écoles qui ont le devoir de changer le premier, mais voici un exemple de l'inertie sociale. Beaucoup utilisent un programme privateur qui s'appelle Skype. Moi non, moi jamais. Mais il faut noter que beaucoup utilisent Skype parce que leurs amis ou leurs familiers les pressionnent à utiliser Skype. Donc, chaque utilisateur de Skype est d'abord victime, puis coupable. Ce phénomène s'appelle l'effet du réseau. Et quand un programme génère un effet du réseau, c'est autre forme de l'inertie sociale. Mais comment surmonter l'inertie sociale? Quelqu'un doit dire « Moi, je m'échappe, suivez-moi ». Donc, il faut refuser d'utiliser Skype. Quand tes amis ou quand tes parents te disent d'utiliser Skype, c'est ton devoir de dire non, c'est un programme privateur et je ne veux pas être partiellement responsable pour votre utilisation de ce programme. Je serai coupable. Je veux parler avec vous d'autres manières. Autant que ce soit possible, sans utiliser des programmes privateurs, je le ferai. Mais la liberté prend la priorité. Défendre la liberté est notre devoir de citoyen. Donc, quand les entreprises et Apple aussi donnent en cadeau des licences et des ordinateurs aux écoles, donc quand ces entreprises se présentent pour vendre ou pour recruter, il faut nous manifester. Autre obstacle est l'expression open source. C'est le symbole de rejeter notre philosophie. Cette expression a été inventée en 1998, 14 ans après le lancement du mouvement logiciel libre, quand le système GNU et Linux avait un essor déjà, mais dans la communauté, il y avait deux camps politiques. Il y avait le mouvement logiciel libre, nous disions, comme aujourd'hui, que c'est une question de justice ou injustice, que les programmes privateurs sont injustes, qu'ils soumettent les utilisateurs, qu'il faut s'échapper. Mais il y avait l'autre camp de ceux qui aimaient le logiciel libre, mais ne voyaient pas l'injustice dans le privateur. Quelques-uns parmi eux ont inventé l'expression open source pour séparer les logiciels et la communauté de nos idées, pour leur faire oublier, pour cacher notre philosophie des gens. Et ça a marché très bien. Ils ont construit avec leur expression, leur nouveau nom, un autre discours qui ne citait jamais les questions éthiques, qui ne disait jamais qu'il y avait quelque chose d'injuste dans le logiciel privateur, qui ne critiquait pas les grandes entreprises ni leur conduite. Donc, tandis que nous disons,
si tu développes et distribues un programme, c'est de ton devoir moral de respecter la liberté des utilisateurs, de le changer, de le redistribuer. Eux, ils disent, si tu développes et distribues un programme, il peut être de ton intérêt pratique de permettre que les utilisateurs changent et redistribuent ce programme parce que comme ça, ils pourraient améliorer la qualité du code. Donc, ils ont remplacé nos valeurs de liberté et communauté par des valeurs pratiques comme la qualité du code. J'apprécie utiliser des programmes de bonne qualité, mais c'est moins important que défendre ma liberté. Moi, je choisirai toujours le programme libre de moindre qualité sur le programme privateur de bonne qualité. Parce que avec un programme libre de mauvaise qualité, il y a la possibilité de l'améliorer par le seul travail informatique. Mais comment libérer le programme privateur? Nous ne pouvons rien faire avec ce résultat. La seule manière d'arriver au but désiré d'un programme libre de bonne qualité est de commencer par le